Bonjour Mohsen Benzakour, vous êtes psychosociologue, professeur universitaire. Bienvenue dans la matinale de Medi 1 TV. Avec vous, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et des mineurs, les mineurs de moins de 15 ans. Plusieurs pays ont décidé d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux à des mineurs donc âgés de moins de 15 ans. C'est le cas en Australie, c'est envisagé aussi par la France. Il y a d'autres pays également qui y réfléchissent. Est-ce que c'est aussi dangereux? Alors, d'après ce que je vois, vous ne nous entendez pas. Est-ce que c'est un petit peu mieux maintenant? Bon. Ah ben voilà, alors je disais que je vous souhaitais la bienvenue, que je vous souhaite aussi une très bonne année 2026. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la matinale et je vous disais que plusieurs pays ont donc décidé d'interdire les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. C'est le cas pour l'Australie, la France va sans doute franchir le pas, d'autres pays l'envisagent également. Est-ce que c'est aussi dangereux? Bonjour et meilleurs vœux à vous et à tout le monde. Dangereux dans le sens où on parle d'une catégorie de personnes qui sont plus ou moins sensibles à l'impact des réseaux sociaux, apparemment les enfants et les adolescents. Et je vais être clair, c'est pas les réseaux qui sont dangereux, mais c'est plutôt l'utilisation, la manière d'utiliser des réseaux sociaux qui est un peu dangereuse. En plus de ceux qui exploitent cette étape de vie qui est sensible, à savoir les sites de cyberharcèlement, des exploitations sexuelles, des contenus qui peuvent nuire à la capacité de s'adapter à la réalité aussi. Je parle là de l'addiction, qu'elle soit de normes vidéo, jeux ou plutôt jeux d'argent. Et aujourd'hui, malheureusement, je qualifierais les mauvaises intentions de quelques-uns exploitent l'Internet justement par arriver à des fins pécuniaires aux dépens de cette catégorie d'âge. Le danger aussi réside dans ce qu'on appelle le côté psychologique. Et là, on revient encore une fois à la manière d'utiliser ce qu'on appelle l'Internet et surtout qu'on sait aujourd'hui que l'utilisation de plus en plus devient facile dû à cet aspect technologique évolutif de téléphone ou smartphone, de téléphone intelligent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'aspects psychologiques et de santé mentale et de bien-être de jeunes. Là, quand on se réfère comment dirais-je, comment a justifié, par exemple, l'Australie d'interdire à moins de 16 ans l'utilisation de ces réseaux sociaux, ils se sont basés sur ce qu'ils ont constaté au niveau de cette catégorie de population. Alors, il s'agit bien sûr de dépression, un risque énorme de dégradation de mémoire, d'attention, et de plus en plus, il y a moins d'intérêt à ce qu'on appelle aimer faire l'effort, si j'ose dire. Donc, les troubles sont là. L'image, attention aussi, ça c'est très important, l'image de soi, surtout pour les adolescents, ils sont tout le temps en comparaison avec les autres, ils sont en comparaison avec des choses raffinées par l'intelligence artificielle, donc ce qui fait que ça touche énormément la stabilité et la santé mentale. Oui, alors Mohsen Benzakour, je rappelle que vous êtes psychosociologue, hein, en plus d'être professeur universitaire. Est-ce que l'interdiction n'est pas aussi dangereuse dans le sens où voilà, les jeunes sont nés avec ces réseaux sociaux, sont nés avec l'Internet, le maîtrisent davantage que vous et moi réunis, et il y a toujours la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des VPN, c'est-à-dire une domiciliation dans un autre pays, où peut-être que l'interdiction n'est pas en vigueur. Est-ce que finalement, interdire, c'est pas créer une espèce de adrénaline supplémentaire pour braver l'interdiction? Oui, je suis tout à fait d'accord. L'interdiction totale, ce n'est pas la bonne solution. Mais toujours est-il, il faut revenir un peu à la réalité sociale. Quand on parle aux parents aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment discuter avec les parents, et quand on parle avec les parents, leur souci majeur, c'est qu'ils n'arrivent plus à contrôler leurs enfants quand il s'agit d'utilisation d'Internet. Et ce n'est pas possible de contrôler non plus. Automatiquement, ce qu'il faut savoir, que les enfants et les adolescents développent une certaine manière d'accès à Internet
plus avancée que celle des parents. Donc, ce n'est pas le contrôle parental qui va résoudre le problème, même technologiquement parlant. Et donc, l'interdiction dans le sens réel est une éducation avant tout. Et justement, quand on dit interdire, c'est dans le sens de protéger, pas dans le sens de faire de la pression sur les enfants. Donc, il faut être intelligent pour pouvoir expliquer mieux ce que c'est qu'interdire dans ce sens-là. Interdire, c'est faire en sorte que l'État, avec ses moyens colossaux, peuvent interdire à cette catégorie d'âge, parce qu'il y a des moyens maintenant, il y a des logiciels qui le permettent de connaître qui utilise quoi. Et donc, automatiquement, on peut interdire ces plateformes qui touchent un peu la stabilité mentale et la santé mentale de nos jeunes, et aussi de ne pas créer cette addiction, à savoir limiter le temps, à savoir interdire tout ce qui a un rapport avec la pornographie, tout ce qui a un rapport avec le jeu de hasard, tout ce qui a un rapport avec l'harcèlement. Donc il y a des moyens, aujourd'hui on parle de police carrément qualifiée concernant l'Internet. Donc interdire, c'est dans ce sens, interdire le fait de toucher la stabilité de notre future génération. Mais pas dans le sens d'enlever le téléphone à un enfant ou de l'interdire à Internet. Mais c'est plutôt plus compliqué que ça et c'est plus structuré que ça. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux tels qu'ils existent actuellement, vous avez posé aussi des jeux d'argent, mais on va les mettre de côté, mais les réseaux sociaux particulièrement, est-ce que intrinsèquement ils sont dangereux lorsqu'ils sont mal maîtrisés ? C'est sûr, c'est dit, parce que automatiquement, on va prendre que le cas d'un des réseaux sociaux qui est basé sur ce qu'on appelle les vidéos short, les vidéos courtes. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est très bien étudié d'ailleurs par ceux qui ont l'esprit mercantilique. À force de voir chaque 30 secondes, et j'ai bien précisé 30 secondes que dure la vidéo, à force de voir chaque 30 secondes une vidéo qui n'a rien à voir avec une autre et qui dure des heures et des heures, on est en train de jouer sur quoi? On est en train de jouer sur l'addiction, le fait que nos jeunes sont attirés par du tout et de n'importe quoi, sans qu'il y ait un raisonnement derrière, sans qu'il y ait un objectif derrière. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'ancrer chez ces jeunes? C'est la passivité, c'est le fait d'être là justement pour se distraire, et effectivement, on écarte tout aspect de ce qu'on appelle l'intelligence humaine, à savoir la critique, le recul, le pouvoir de comparer ce qu'on est en train de faire, et en même temps, ça détruit la patience qui est le secret de faire des efforts au sein de l'école. Prenons un exemple très simple. Quand un jeune est face à son smartphone et qu'il est en train de découvrir des multitudes d'informations, qu'est-ce qu'il a retenu? En contrepartie, quand il est en classe, il est face à son professeur je dirais, 1 heure ou 1 heure et demie que dure un cours au primaire et au collège. Il va se sentir vraiment lassé de cet aspect. Donc, on ne va pas uniquement accuser les réseaux sociaux, mais aussi il faut que nos systèmes éducatifs revoient leur façon de s'adresser à cette génération. Et justement, on va retrouver l'équilibre. Les réseaux sociaux aussi, quand on parle du danger des réseaux sociaux, c'est que tout un chacun peut se permettre de dire tout ce qu'il veut et de tout et de n'importe quoi. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque le jeune n'a pas développé une certaine immunité intellectuelle et une expérience assez profonde, je dirais. Donc, facilement, il serait impacté par c'est du tout et de n'importe quoi. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, chez cette catégorie de jeunes, l'anxiété est très élevée, la dépression est très élevée. On ne dit pas que la cause principale, c'est les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de cause, mais on parle d'impact qui est dû à ce qu'on appelle cette façon d'exploiter, qui est plus ou moins une façon de ne pas développer ces compétences humaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Il y a quelques années, on parlait de société du zapping. Maintenant, on parle de société du scrolling. Finalement, c'est plus dangereux. Oui, bien sûr, parce que c'est quoi le scrolling? C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Le fait de scroller, ça veut dire que je suis en train de passer d'une vidéo à une autre. Et l'être humain, quand il commence à agir de cette manière, ça veut dire qu'il est en train de créer une façon qui n'a rien à voir avec le fait d'exploiter la notion de temps pour digérer, comprendre et analyser ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de développer du plaisir et de l'addiction sur un mouvement répétitif sans pouvoir accéder à un objectif, quelle que soit sa nature. Deux, c'est que, est-ce que pour autant que ce scrolling
peut, à n'importe quel moment, développer chez cette personne une certaine anxiété. Oui, parce qu'on passe, je vais être terre à terre, une vidéo qui parle d'un choc, je ne sais quoi, une vidéo qui parle d'un bonheur de je ne sais quoi, une vidéo qui parle du physique de je ne sais quoi. Donc, on passe d'une émotion à une autre, surtout pour quelqu'un qui est en phase de développement psychologique. Je parle d'enfants et d'adolescents, ce qui fait qu'on n'est pas en train d'accompagner ce développement d'une manière stabilisée, scientifique, et qui sauvegarde cette compétence de développer tout ce qui est en rapport avec le côté émotionnel, le côté rationnel, le côté cognitif, le côté social, mais on est en train de développer juste un acte répétitif qui plus ou moins ancre cette anxiété dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. On sait que les jeunes s'identifient beaucoup à ce qu'ils voient à l'extérieur. Alors, jusqu'à il y a quelques années encore, c'était les amis, l'entourage, c'était aussi peut-être les gens qu'on pouvait croiser dans la rue. Maintenant, c'est beaucoup ce qui apparaît sur les réseaux sociaux. Et en plus, il y a l'intelligence artificielle qui en rajoute une couche, puisque là, on s'approche, disons, de la perfection de ce qu'on peut voir, particulièrement physiquement. Est-ce que ça, c'est pas dangereux aussi ? Bien sûr, quand on parle de ce qu'on appelle faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé par l'IA, parce que l'IA, il est utilisé par l'humain, mais par tous ceux qui exploitent l'IA pour arriver à des fins non nobles et non éducatives. Alors, je précise bien, quand on parle de cette catégorie d'âge, et forcément à travers les études qui ont été faites en Australie, c'est des enfants de 8 à 12 ans. Donc, automatiquement, et parfois, une autre catégorie qui est un peu plus expérimentée dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est des enfants de 12 à 16 ans. Donc, le danger réside dans le sens où, à un moment donné, on ne va plus se permettre de croire qu'on est en train de créer une réalité virtuelle qui est tout à fait une imagination de nos propres, je dirais, fantasmes, si j'ose dire. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on est en train de faire croire à ces jeunes qui n'ont pas assez d'expérience, qui n'ont pas assez de recul? C'est qu'ils ne vont plus faire la différence entre la réalité sociale, la réalité telle qu'on la connaît, parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à faire la différence entre la réalité virtuelle et la réalité sociale, parce qu'on est tellement ancré dans la réalité virtuelle. Et c'est ça le comble, c'est qu'un jeune qui a ouvert ses yeux sur ça, il va croire que c'est ça la réalité. Et il n'aura pas les outils pour faire la différence. Automatiquement, on est en train d'ancrer le doute et on est en train d'ancrer chez ces jeunes le fait d'être je dirais pas crédules, mais des naïfs dans le sens où l'intelligence artificielle se développe d'une manière extraordinaire. Donc, ça va être plus difficile pour eux de faire la différence et de faire, en fin de compte, de prendre un certain recul pour pouvoir développer cette propre façon de voir les choses. On a besoin d'une génération qui est innovante, qui est intelligente, mais qui a un rapport direct avec la réalité. Et donc, un jour ou l'autre, il va prendre ses responsabilités sociales. Et cette étape de vie très pertinente, à savoir l'étape de développement, si on ne la prend pas en considération, on va faire en sorte de créer des générations qui vont souffrir, en fin de compte. Souffrir dans le sens pas uniquement psychologique, mais souffrir au niveau aussi de la gestion quotidienne quand ils auront la responsabilité de gérer leur pays. Et ce n'est pas par hasard que l'Australie et la France, bientôt, va décider de protéger, mais pour ne pas dire interdire, sa génération. C'est dans ce sens-là, parce que c'est vraiment aujourd'hui, ça devient une affaire nationale à laquelle il ne faut pas vraiment, avec quoi il ne faut pas jouer vraiment. Oui. La Chine a décidé, ou s'apprête à décider, de l'interdiction de l'utilisation des images voilà, des photos, hein, comme les images soi-disant vivantes, générées par l'intelligence artificielle, justement, pour pallier ces dangers. C'est une des solutions aussi. Écoutez, aujourd'hui, on est en plein effervescence technologique. Et au fur et à mesure que ce qu'on appelle la technologie et l'industrie informatique se développe au fur et à mesure qu'il y a des personnes sensées, des sociétés sensées, des associations sensées qui essayent de contrer un peu cette révolution technologique, justement parce qu'ils ont compris que comme quoi l'impact est là. Et donc, autant développer aussi une façon de se protéger de ce fléau
Et l'exemple que vous avez cité est pertinent. Ce que j'attends aussi pour nous, en tant que Maroc, j'espère qu'on va dans ce sens aussi, parce que ce que nous côtoyons comme problème, et je parle là de cas personnels, quand je reçois des cas de figure de dépression, d'anxiété et même parfois de violence. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai reçu des jeunes adolescents, des jeunes enfants qui ont été battus, et je pèse mon mot, battus par leurs parents parce qu'ils étaient dépassés par la technologie, par l'IA, par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on est en train de créer un fossé générationnel. Et ça aussi, ça impacte le développement des enfants. Et donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Et justement, là, il faut vraiment chercher des solutions adéquates. Et tout le monde doit s'y mettre. Je ne parle pas que de protection technologique, je parle aussi des éducateurs, je parle des associations, je parle des professionnels de santé. Tout le monde est concerné aujourd'hui pour pouvoir protéger cette génération de cette explosion technologique. Professeur Benzakour, on va faire peut-être un petit pas de côté, si vous le voulez bien. On voit régulièrement, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, hein, autant se dire les choses. On voit régulièrement dans les restaurants, par exemple, des parents qui sont avec un enfant en bas âge, 3, 4 ans, 5 ans, voilà, à qui on donne un téléphone pour regarder des petites choses, et tout ça pour acheter sa tranquillité. C'est dangereux. Plus que dangereux, je vais vous donner un exemple encore plus grave. Quand j'ai pris des moyens de transport, et je les prends souvent, qu'il s'agisse de train ou d'autres, j'ai vu des cas de bébés de 8 à 1 an, à qui on donne des téléphones justement parce que la dame veut parler à sa voisine. Et donc, automatiquement, c'est un ego très développé chez ces parents, que je ne généralise pas, qui sont en train de détruire pas mal de neurones chez ces bébés qui sont en phase de développement, parce qu'on sait pertinemment que le cerveau humain ne se développe que grâce à cette interaction. Et donc, quand on donne un téléphone à un enfant, à un bébé de ce jeune âge, ça veut dire qu'on réduit pas mal de choses. La première, on réduit le champ visuel. Et nous savons pertinemment qu'on puisse développer ce champ visuel, on ne peut pas ancrer notre concentration visuelle sur un écran et sur 2 dimensions, à savoir le son et l'image. On peut développer les 5 sens en touchant à tout. Deuxième chose qu'on interdise de développement chez cet enfant, c'est que le toucher, l'odorat, l'interaction humaine, les émotions, donc tout un ensemble de facteurs qui font de nous ce que nous sommes, ça veut dire des humains, et l'enfant, qu'il soit un bébé ou de bas âge, est privé de tout ça. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on est en train de développer chez les enfants? On est en train de développer des actions répétitives, on est en train de développer chez les enfants une façon d'être qui n'a rien à voir avec cette richesse de l'intelligence humaine dans son sens large. Ces 5 sens qui sont là, le poids fort qui développe l'intelligence humaine et la personnalité humaine. Et donc, on est en train de réduire tout ça sur 2 dimensions, à savoir le son et l'image. Oui. Professeur, vous qui êtes un scientifique d'expérience, vous avez vu cette évolution, peut-être même peut-on parler de dérive. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Inquiet dans le sens si on ne réagit pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer et dire que la technologie va s'arrêter juste parce qu'on a l'intention de protéger nos enfants. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est comment faire en sorte que cette génération dont on parle aujourd'hui, qui serait responsable dans le futur, ne serait pas, je dirais, victime de cet acharnement de développement technologique. Et donc, oui, il y a de quoi être sur le qui-vive, justement pour qu'on fasse en sorte que le développement se fasse dans les meilleures conditions possibles. Oui. Et être conscient aussi qu'on est en train de prendre la responsabilité de ne pas réduire l'humain à un consommateur, mais plutôt rester toujours vigilant pour que l'humain que nous sommes ait la capacité de toujours développer son intelligence, ses compétences, et justement ne pas être impacté à un bas âge par cette technologie. Si vous deviez, en ce début d'année, lancer un appel, docteur ou professeur, lequel serait-il? Vous parleriez aux parents, un appel, peut-être aussi au pouvoir public? Je dirais tout simplement, l'interdiction n'est pas une solution, mais il faut qu'on soit intelligent d'une manière où
si on veut protéger les enfants, ce n'est pas dans le sens de leur faire de la pression, comme vous l'avez bien cité tout à l'heure, ou de les priver de la technologie moderne. Non. L'essentiel, c'est de comprendre le besoin de l'humain que nous sommes et de faire en sorte de laisser se développer ces compétences et ces 5 sens dont j'ai parlé tout à l'heure et cette relation sociale dont on a besoin, sans pour autant priver cette génération de ce qu'on appelle l'utilisation de l'Internet. Mais toutefois, ce qui est vraiment, pour moi, primordial, que j'appelle interdiction, c'est avant 12 ans, il ne faut pas se permettre d'acheter un smartphone pour un enfant de moins de 12 ans. Ça, c'est très dangereux parce qu'on ne peut pas le contrôler et on ne peut pas non plus l'aider dans son développement parce que c'est une étape de vie très critique pour le développement. À partir du moment où on essaie d'éduquer nos enfants à mieux se comporter avec l'Internet, de forger la personnalité de nos enfants et d'améliorer nos cours pour que les enfants ne se sentent pas déphasés quand ils sont en classe, oui, les autorités publiques peuvent faire l'effort, les associations de la société civile peuvent faire des efforts pour, en fin de compte, que ce smartphone, cette technologie ne soit pas un danger. Il en est de même pour tous les objets technologiques, hein. Ce n'est pas uniquement les smartphones, ça peut être les autres objets utilisés par les jeunes. Oui, on peut parler des supports électroniques, quelle que soit leur nature, des consoles de jeux, de tablettes, de PC. Donc, mais pourquoi j'ai spécifié le smartphone? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que le smartphone ne quitte plus les mains de nos ados, à savoir qu'ils soient à l'école, qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient sur la table à manger ou n'importe où, ils ne se détachent plus, ils n'arrivent plus à se détacher de leur smartphone. C'est pour ça que j'ai souligné le mot smartphone. Mais n'empêche que aussi les autres supports électroniques sont aussi dangereux que le smartphone. Merci beaucoup, professeur Benzakour, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes psychosociologue et professeur universitaire. Merci encore. Très bonne année une nouvelle fois et très bonne journée également.